Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette conférence mensuelle de la FMES que nous organisons en partenariat avec l'Université de Toulon, que je remercie une fois de plus de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre. Et pour laisser le temps aux derniers qui s'enregistrent dehors de rentrer dans l'amphithéâtre, parce que j'imagine qu'il va y avoir pas mal de questions et qu'on va finir, comme souvent, avec des gens frustrés pour les questions, j'en profite pour annoncer la prochaine conférence. On va parler de la Turquie et du Moyen-Orient. C'est Dorothée Schmidt qui viendra. Et alors la date, c'est ou le 20 ou le 21 mai. C'est juste avant le week-end de l'Ascension. Et donc c'est pour ça qu'il y a une petite hésitation. Donc n'hésitez pas pour aller sur notre site pour caler la date, parce qu'il ne faut pas se tromper de jour, ça serait dommage. Bon, vous imaginez bien que le sujet sera d'importance. Et du coup, j'ai introduit notre orateur du soir. On parle de tous les mois ici, dans ce cadre de rupture stratégique. Et il y a un sujet qu'on n'abordait pas et qui est pourtant dans la tête de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces questions. C'est la dissuasion, c'est le nucléaire, le fait nucléaire, qui était omniprésent jusqu'à la chute du mur, avait été un peu oublié et qui revient par la force des choses, qu'on le veuille ou pas. Et là, il y a une vraie question sur la réflexion, la réappropriation du fait nucléaire. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir un des grands spécialistes français de la chose, Olivier Zajac, qui est professeur des universités à l'Université Lyon 3 Jean Moulin, qui a fondé, je crois, et qui dirige l'Institut d'études stratégiques et de défense, l'IESD, un institut de défense assez exceptionnel au sein de l'Université Lyon 3, qui est d'ailleurs en partenariat avec la FMES. Nous conduisons ensemble un observatoire sur l'armée de terre, qui s'appelle Armée de terre 2040. Donc nous avons le plaisir de travailler ensemble pour les 3 années qui viennent. C'est un expert en sciences politiques et en stratégie théorique. J'aurais dû commencer par là. C'est un ancien Saint-Cyrien qui a en plus été diplômé de Sciences Po Paris, agrégé, docteur en histoire des relations internationales. Bref, toutes les décorations qu'il faut avoir. Et 2 livres, des dizaines de livres et de papiers, d'études sur tous ces sujets, mais 2 livres que je vous propose. Les limites de la guerre, l'approche réaliste des conflits armés au XXIe siècle, qui est sorti en 2024 aux éditions Marais et Martin. Et il y en a beaucoup. Une introduction à l'analyse géopolitique, histoire, outils et méthodes, qui a été réédité pour la 5e fois en 2022 aux éditions Le Rocher. Donc voilà, il n'y a que des best-sellers pour bien comprendre la stratégie et réfléchir sur les temps qui sont les nôtres. Olivier, écoute, je te cède la parole. Merci beaucoup, Amiral, cher Pascal. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux, très honoré d'être à Toulon ce soir avec vous et de pouvoir intervenir sur ce sujet, qui est un sujet un peu complexe. On va essayer de prendre de la hauteur, pas forcément de simplifier obligatoirement, mais essayer de clarifier les choses, le passé, le présent, plein de ruptures dans l'ordre, ce qu'on appelle par habitude l'ordre nucléaire international, et puis quelques perspectives, également en insistant sur des problématiques opérationnelles, militaires, des problématiques qui ouvrent malheureusement sur des perspectives qui peuvent être celles d'un affrontement dont on ne contrôlerait plus le rythme ni les conséquences. Passé, présent, perspective, pour essayer de ressaisir ce qui est au principe, en fait,
des relations internationales contemporaines, quand on prend le mot stratégie au sérieux, hein, la dialectique des volontés et des intelligences utilisant la force ou la menace d'emploi de la force pour régler leurs conflits. Voilà. La stratégie, c'est ça. C'est d'abord, le mot qui compte, c'est dialectique. Et c'est pas simplement un affrontement de volontés, parce que lorsqu'on voit la caricature de stratégie qu'on a sous les yeux aujourd'hui dans la manière dont est menée la guerre en Iran, par exemple, on peut le penser. Hein, le mot fameux, vous le savez, la victoire appartiendra à celui qui tiendra le dernier quart d'heure. Une victoire en trompe-l'œil, oui, peut-être. Mais un vrai succès stratégique, une vraie réussite politique, ça exige beaucoup plus qu'un simple affrontement de volonté. Et ça exige également une dialectique des intelligences. Dialectique des intelligences et des volontés. Si l'intelligence ne limite pas un certain volontarisme un peu obtus, un peu obstiné, qui peut être celui de certains stratèges, entre guillemets, eh bien on débouche sur des catastrophes. Ces catastrophes, dans l'ordre stratégique, lorsqu'elles sont confinées à ce qu'on appelle le conventionnel, c'est-à-dire les armements, si vous voulez, classiques, ça peut être rattrapable. Lorsque ce défaut d'intelligence touche ce qu'on appelle le non conventionnel, c'est-à-dire le nucléaire, les armes atomiques, alors là, et c'est ce qui met à part le nucléaire depuis 1945, eh bien les conséquences peuvent être irrattrapables. Les conséquences, tout simplement, ça peut être alors l'apocalypse, on abuse peut-être de ce mot, mais ce sont des destructions hors de toute proportion et qui n'ont plus de sens en réalité, ni humain, ni social, ni politique. Donc, je plonge directement dans le sujet. Notre sujet, l'intelligence, la compréhension, la perception de ce que sont encore, pour l'instant, les équilibres de l'ordre international nucléaire, notre sujet ce soir, eh bien c'est tout simplement, normalement, si on le prend au sérieux, ça doit être une approche conséquentialiste. On doit d'abord penser, non pas aux constituants seulement du sujet, mais aux conséquences du sujet. Qu'est-ce qui se passe si cet ordre explose, si cet ordre n'existe plus, si cet ordre voit ses équilibres se dissoudre, se fragmenter, si la prolifération reprend, si le nombre d'États dotés de l'arme nucléaire augmente, bref, on est face à un problème qui est un problème central dans les relations internationales, qui avait été maîtrisé à une époque, ou en tout cas contrôlé à minima, à travers un certain nombre d'instruments, on le verra, et qui aujourd'hui est à nouveau traverse une zone de turbulence qui ouvre un certain nombre de questionnements. Donc ce sont ces questionnements que je vais évoquer, si vous le voulez bien. Je remercie encore une fois Pascal Hausseur, la FMES, Pierre Razou, on se connaît depuis longtemps. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Merci de votre invitation ce soir. Et traiter ce sujet, ça va être un peu compliqué dans le temps que j'ai. Vous me pardonnerez, de temps en temps j'irai un peu vite. Je m'arrêterai sur certaines choses, il y a beaucoup d'illustrations. Je naviguerai de manière à traiter à peu près, d'une façon équilibrée les trois parties qu'on a ici, et pour déboucher sur ce qui est généralement le plus intéressant dans ce type de conférence, c'est les questions et la discussion. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de voir les choses de cette manière-là. Petite introduction, je viens de la faire. Ce qu'était l'ordre international nucléaire, c'est très bien de parler des ruptures, de dire on est dans un monde dangereux, Trump, où va-t-il, à quoi nous mène cette guerre en Iran, du point de vue nucléaire, il y a des enjeux, évidemment, on les voit tous, hein, on les perçoit, mais tout ça n'a aucun sens et ne nous mène nulle part si nous n'avons pas la conscience de ce que nous pourrions perdre. Donc qu'est-ce que c'est l'ordre exactement nucléaire international? D'où on vient? Qu'est-ce qu'on avait réussi à mettre en place? Pourquoi est-ce que c'était précieux, cet ordre nucléaire? Pourquoi est-ce qu'il était relativement stable jusqu'à aujourd'hui? Donc, première partie, le passé, et on le verra, en fait, dans ce passé, il y a des questions auxquelles on avait été confrontés, auxquelles on avait répondu, en partie,
de manière plus ou moins satisfaisante, mais qui se repose à nouveau. Donc explorer ce passé, ce n'est pas simplement faire de l'histoire, c'est d'abord être conscient de ce que l'on pourrait perdre, de la manière dont on était arrivé là, de la prise de conscience qui avait été celle des dirigeants internationaux et des différents États de la société internationale, pour mieux comprendre, deuxième point, justement, ce que représentent les ruptures actuelles. Qu'est-ce qu'elles fragilisent? À quel point d'articulation aujourd'hui elles se produisent? Et qu'est-ce qu'elles risquent de disloquer exactement? C'est la deuxième partie, les caractéristiques de la crise actuelle. Et on finira, si je ne suis pas trop bavard, sur les perspectives politiques, stratégiques et militaires de ces différentes ruptures nucléaires. La première chose, c'est de commencer par les définitions. Toujours les universitaires, hein, c'est leur défaut, mais il faut poser les choses. On hésite parfois. J'ai été auditionné par l'Assemblée nationale, la commission de défense de l'Assemblée nationale la semaine dernière, en audition publique pendant 1h30 avec Emmanuel Maître de la Fondation pour la recherche stratégique, justement sur le sujet du nucléaire, la réception du discours du président Macron, hein, de l'île Longue, du 2 mars. Comment est-ce qu'il a été reçu dans le monde? J'ai fait ma présentation, Emmanuel Maître a fait la sienne, et à la suite de cette présentation et d'1h30 de discussion, je ne donnerai pas les noms, mais j'ai 2 députés qui sont venus me voir. L'un m'a dit « Ah, c'était intéressant, hein, passionnant, mais il y a trop de concepts, c'est trop conceptuel. » Il y en a un autre qui est venu me voir pour me dire « Ah, c'est passionnant, c'est très intéressant, hein, merci beaucoup, mais peut-être que vous auriez pu aller un peu plus loin dans le concept quand même, hein, j'aurais voulu plus de... » C'est difficile de positionner le nucléaire. Ça peut être extrêmement complexe, ça nécessite des définitions, une attention aux détails, à la sémantique, au vocabulaire qui est extrêmement fine, et en même temps, si on se perd dans ces détails byzantins, on risque de passer à côté de l'essentiel, qui est les conséquences sociales, humaines, politiques du nucléaire. Pas une discussion entre spécialistes avec des mots de plus de 4 syllabes, si vous voulez, où on se fait plaisir dans un jargon qui est assez abscon, mais d'abord et avant tout, la capacité à revenir à l'essentiel. C'est vraiment la signification politique, humaine de tout ça. Je vais essayer de tenir cet équilibre, mais il va quand même falloir, je vous le dis, faire un peu de concept. Et donc, j'espère que vous aurez la patience et l'indulgence de me suivre là-dedans. Il existe, et on doit prendre conscience qu'il existe des âges nucléaires, ce qu'on appelle des âges nucléaires. Je vais en parler beaucoup au cours de cette conférence, et il faut les positionner. Premier âge, deuxième âge, troisième âge nucléaire. Vous avez à droite ici un petit livre facile à lire, à absorber, qui a été écrit par Pierre Vendier, l'amiral Pierre Vendier, qui est actuellement le commandant suprême de l'un des 2 grands commandements de l'OTAN, le commandement pour la transformation, qui a été chef d'état-major de la marine. Et il y a quelques années, j'avais édité aux éditions du Rocher un de ses textes sur le nucléaire, dans lequel il essayait de définir ce qu'était le 3e âge nucléaire. Un livre très intéressant, je vous recommande. 3e âge, ça veut dire qu'il y en a 2 autres. Ça permet de mieux comprendre d'où on vient et où on va en matière nucléaire, en matière atomique. Le premier âge, de 1945, l'explosion des 2 premières bombes en réel, si vous voulez, en opération au-dessus des malheureuses villes de Nagasaki et d'Hiroshima au Japon, 1945 jusqu'en 1991, la fin de la guerre froide, vous avez le premier âge. Et ce premier âge, il est caractérisé par une confrontation entre les 2 super grands dans le cadre d'un équilibre systémique, hein, relativement stable, bipolaire, celui de la guerre froide, avec 2 périodes distinctes dans ce premier âge, on va le voir, avant et après Cuba. J'y assisterai un peu, on verra, Cuba est un moment absolument essentiel. Le deuxième âge, c'est un âge qui est celui de la fin de la guerre froide, ce qu'on appelle un moment néo-idéaliste, d'espoir, dans une capacité du droit international, de la coopération internationale, à réguler si vous voulez, la scène mondiale, autour d'une sorte de renaissance de la sécurité collective, avec des effets très importants
sur ce qu'on appelle l'ordre nucléaire, et on le verra. Deuxième âge, 1991 jusqu'en 2014, on en sort à peine. Ce deuxième âge était un âge d'espoir, de régulation, de normes, de travail, de convergence, où la géopolitique était un peu, si vous voulez, un peu oubliée dans ses aspects les plus attachés ou les plus proches du concept de puissance, d'intérêt national, de survie, etc. On était dans un monde de coopération. Et dans ce monde de coopération, la centralité, si vous voulez, des armes nucléaires n'était plus ce qu'elle était. Et puis à partir de 2014, alors tout le monde n'est pas d'accord sur ce moment. Pour moi, il y a un avant et un après Crimée, crise de Crimée en 2014, de ce point de vue-là, point de vue nucléaire. J'y viendrai, on pourra en discuter sans doute. Alors les choses commencent un peu avant, en réalité, mais ça nous emmènerait dans les détails. Je vous propose 2014, simplifions. Il y a une reprise de ce qu'on appelle la prolifération verticale, c'est-à-dire l'amélioration des arsenaux des États qui sont déjà dotés de l'arme, les membres du P5, Chine, États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, et puis ceux qui sont dotés de l'arme hors traité de non-prolifération, l'Inde, le Pakistan, Israël, Corée du Nord. Une reprise de la prolifération verticale, c'est-à-dire amélioration qualitative et parfois quantitative des arsenaux. Et cette prolifération qu'on appelle verticale va stimuler un risque accru aujourd'hui, il faut en être conscient, de prolifération horizontale, c'est-à-dire une augmentation du nombre d'États qui voudraient se doter de l'arme nucléaire. C'est ce qu'on appelle le problème du N+1e pays. Qui va être le N+1e pays qui va, si vous voulez, augmenter le nombre d'États dotés, qu'on peut juger déjà suffisamment large aujourd'hui. Ça, c'est la problématique du troisième âge nucléaire, avec aussi un retour pour ce qu'on appelle les armes nucléaires tactiques, de ce qu'on appelle la piraterie stratégique, c'est-à-dire, vous avez ce concept qui peut paraître un peu compliqué, mais de sanctuarisation agressive. C'est très simple. Vous êtes un État doté de l'arme nucléaire, par exemple. Vous décidez de mettre la main sur le territoire d'un voisin. Vous le saisissez, ce territoire, avec des armes conventionnelles, par des opérations hybrides, etc. Donc vous avez un pied dans le territoire de votre voisin, mais vous gardez un autre pied chez vous, vous êtes au-delà et en deçà de la ligne, et vous allez dire, bon, j'ai pris ce petit territoire, il m'appartient de toute façon, et ce n'est que justice, je le récupère. Mais ça ne vaut pas un affrontement nucléaire avec les alliés de l'État qui a été lésé. Donc, je déclare que ce petit territoire est désormais couvert par ma dissuasion nucléaire, par mon arme nucléaire, mais comme, si vous voulez, c'est un gain qui est relativement limité, je parie que, en face, eh bien, il n'y aura pas la volonté d'aller jusqu'à l'affrontement, de risquer un affrontement nucléaire pour ce petit enjeu. Je sanctuarise de manière agressive un gain qui a été obtenu conventionnellement, mais en fait, j'utilise mon arme nucléaire pour faire du chantage ou pour couvrir un acte de piraterie stratégique. Et dans ce troisième âge nucléaire, la tentation de ce type de piraterie stratégique, en fait, augmente. Il y a une sorte d'utilisation de la dissuasion de manière agressive, ce qu'on appelle la dissuasion agressive. Donc voilà 3 âges nucléaires. Guerre froide, l'après-guerre froide, des espoirs de convergence et de normalisation, et ce troisième âge nucléaire dans lequel nous venons de rentrer, et dans lequel les crises se multiplient, la confiance s'érode et les arsenaux se renforcent. Le premier âge nucléaire, il faut revenir dessus parce qu'il a beaucoup à nous enseigner sur les risques qui sont aujourd'hui tout simplement ceux qui pèsent sur notre société internationale, et en particulier ça nous concerne nous Européens parce qu'on a beaucoup oublié et on a beaucoup à réapprendre de ce point de vue-là. Premier âge, donc 1945-91, c'est d'abord évidemment la prise de conscience de cette possibilité de la destruction absolue, ça c'est Hiroshima. C'est une prise de conscience qui est d'abord évidemment celle d'une destruction d'ampleur inconnue,
mais c'est une destruction qui, par rapport à toutes les destructions de la Seconde Guerre mondiale, est une destruction un peu plus choquante que les autres. Mais finalement, si vous voulez, il n'y a pas d'immense différence. C'est une différence de degré. Pour ceux qui ont connu les bombardements incendiaires à Dresde, en Allemagne, en France, n'oublions pas les bombardements en France juste avant la libération, Rouen, Royan, Saint-Nazaire, Brest, Saint-Lô, etc. Toute l'Europe est en cendres, est en ruine. Donc, si vous voulez, ça choque, mais on est dans le degré, pas dans la différence de nature. Il faut bien, en fait, reprendre conscience de ça, parce que pour nous, Hiroshima, c'est devenu un événement mythique. C'est ça. C'est l'inhumanité, on passe quelque chose, on en rentre dans un domaine qu'on n'aurait pas dû explorer, quelque chose qu'on n'aurait pas dû déclencher. Mais en réalité, dans la Seconde Guerre mondiale, où en fait l'impératif de survie est permanent, et où en fait les enjeux justifient des destructions sans commune mesure avec ce qui avait été connu auparavant, eh bien finalement, je vais choquer peut-être, mais c'est quelque chose qui est un événement parmi d'autres. On s'en rend plus compte aujourd'hui. Donc, cette explosion est nouvelle, on va la décortiquer scientifiquement à l'époque, et on voit bien que, effectivement, on espère que ça va permettre au Japon, forcer le Japon à quitter le combat, à abandonner, à se rendre. Ce qui va être effectivement le cas. Et j'insiste là-dessus. Au départ, on pense que cette arme est une arme normale. C'est une bombe plus puissante que les autres, tout simplement. Et donc, très rapidement, eh bien, au fur et à mesure que la guerre froide se met en place, à partir de 1947 surtout, les armes nucléaires deviennent, du côté américain en particulier, d'abord, parce que celui qui progresse le plus rapidement, qui vont miniaturiser les charges, elles deviennent des armes comme les autres, intégrées dans les arsenaux. On a des lance-roquettes atomiques qui sont déployés sur le terrain. On a, si vous voulez, des armements qui sont des armements légers, des obus de mortier atomiques, qui vont permettre aux armées de l'OTAN, à partir de 1949 en particulier, de surcompenser leur faiblesse conventionnelle face à la masse, si vous voulez, des armées soviétiques. Comme les soviétiques sont plus puissants conventionnellement, le nucléaire sert à surcompenser la faiblesse conventionnelle des Européens de l'Ouest, et les Américains apportent cette force, et on intègre l'arme atomique très bas dans les ordres de bataille, si vous voulez, jusqu'au niveau de la compagnie d'infanterie sur le terrain. On a donc une arme plus puissante que les autres, tout simplement. Les Américains disent « more bang for the buck », c'est-à-dire vous achetez une arme, mais pour cette arme-là, vous aurez beaucoup plus de puissance explosive qu'une arme conventionnelle, tout simplement. Et puis, peu à peu, on commence à se rendre compte de ce qu'on a entre les mains. Et on se rend compte que ce n'est pas une arme plus puissante que les autres. C'est une capacité de destruction. On va passer de la fission à la fusion, c'est-à-dire, je simplifie à l'extrême, mais des bombes à fission à la bombe à hydrogène, 1000 fois plus puissante. On se rend compte qu'en réalité, l'homme a dans les mains la capacité de déclencher l'apocalypse. Et que cette perspective reconfigure entièrement la nature même de la stratégie. La destruction absolue est un horizon actualisable. Il est possible. Et donc, les perceptions vont se retourner peu à peu. On se rend compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'arme nucléaire et que la voir comme une arme du champ de bataille est peut-être bien finalement une prise de risque qui devient, au fur et à mesure que la guerre froide s'installe, que les enjeux montent du point de vue politique, que l'opposition idéologique ne se dément pas entre l'URSS et les États-Unis, devient peut-être une prise de risque que l'humanité ne peut pas se permettre, sans un contrôle minimal, une maîtrise minimale, un dialogue minimal. Et ce passage d'une première partie, si vous voulez, une première ère, dans ce premier âge nucléaire, une ère où c'est une arme plus puissante que les autres, à une autre prise de conscience qui est on a entre nos mains notre propre destruction, on peut la dater, je simplifie encore une fois, et je dirais souvent, je schématise, je simplifie, c'est pour me donner bonne conscience, parce que il y a peut-être quelques spécialistes ou des spécialistes dans la salle, on pourrait y revenir, mais je simplifie ici. Pour moi, c'est 1962, c'est Cuba. À partir de Cuba, ce n'est pas une crise internationale seulement, ce n'est pas si vous voulez, un affrontement entre l'URSS et les États-Unis seulement autour de cette problématique d'installation de rampes de missiles
la capacité éventuellement nucléaire soviétique chez Cuba, un pays souverain qui l'a demandé de manière souveraine, c'est ce que j'appelle un moment pédagogique, un accélérateur pédagogique dans la capacité pour la société internationale à comprendre ce qu'elle a entre les mains avec l'arme nucléaire. Cuba est d'abord un moment pédagogique. Cuba est un moment d'apprentissage partagé par les États-Unis et l'URSS. Le problème, c'est qu'on voit Cuba de manière un peu mythologique, si vous voulez, comme la victoire de Kennedy, vous connaissez ça, qui a tenu pendant ces fameux 13 jours face à une URSS assez agressive. Khrouchtchev est un... Vous voyez, même dans la manière dont les personnages se présentent, ce qu'on retient d'eux, leur personnalité, tout simplement, c'est finalement, encore aujourd'hui, malgré tous les travaux historiques, malgré tout ce qui a été dit, et ça a été, Dieu sait, ça a été décortiqué, la victoire de Kennedy, finalement, qui oblige l'URSS à céder. En fait, il s'est passé des choses bien plus intéressantes que ça, qui est schématique et faux pendant Cuba. Ce qui est intéressant, c'est d'abord et avant tout, quand on essaie de comprendre quelles sont les ruptures actuelles dans l'ordre nucléaire, de les analyser, de les pondérer, et donc on revient pour cela à l'étude de ce qu'a été la mise en place de l'ordre nucléaire pendant la guerre froide, ce qui est beaucoup plus intéressant à Cuba, je trouve, du point de vue historien, mais aussi du point de vue du stratégiste, c'est le dialogue et les débats internes à chacun des joueurs pendant cette crise. Et ce qui est très intéressant, c'est en particulier ce qui s'est passé du côté américain, dans le cadre de ce qu'on appelle l'ExComm, Executive Committee, que Kennedy va tenir à mettre en place dès le premier jour de cette crise qui va durer 13 jours, et dans lequel il va consulter un petit cercle qu'il met en place autour de lui, dans lequel on va retrouver ses chefs d'état-major, avec la personnalité dominante, l'alpha du groupe, c'est Curtis LeMay, le chef d'état-major de l'Air Force, le patron du Strategic Air Command, pendant la Seconde Guerre mondiale, et il va le mettre en place, et c'est celui qui tient le bombardement stratégique et les capacités, dans un premier temps, qui sont les capacités nucléaires américaines, d'abord aéroportées, c'est d'abord le bombardier stratégique avant qu'il y ait les sous-marins, et c'est une très forte personnalité qui considère que ce jeune président patricien de la côte Est, fils à papa, qui a fait de la politique parce que son père le lui a permis et lui a financé sa carrière, n'est pas à la hauteur, en fait, de ce qui est en train de se passer. Il est trop léger, il n'a pas l'expérience, il n'a pas une bonne connaissance de ce que sont les enjeux militaires. Et pour lui, Curtis LeMay, très clairement, c'est un affrontement de volonté, d'abord. Il va falloir faire céder les soviétiques. Et, alors, ça a été raconté très souvent, mais dans le cadre de l'ExComm, très rapidement, il va y avoir un affrontement entre LeMay et Kennedy, qui inaugure les discussions dans l'ExComm en disant à ses chefs d'état-major, messieurs, je vous remercie, je vais avoir besoin de vos conseils. Ma première question, c'est pas comment nous allons faire face à cette crise, mais pourquoi les Russes ont-ils fait ça ? Et il pose ces questions, on a tous les comptes rendus, on a les enregistrements, c'est assez intéressant. Sa première question, c'est la question d'un vrai politique, pas au sens de la politique politicienne, mais d'un politique, celui qui mesure et qui pondère le possible et le désirable dans une crise, de manière réaliste, qui ne veut pas aller au-delà d'une limite, qui sait qu'il est limité, même s'il va essayer de jouer ses cartes du mieux possible pour défendre l'intérêt national du pays qu'il a démocratiquement élu et dont il représente les intérêts et dont il doit assurer la protection. La question qu'il pose pour être politique et être à la hauteur de la mission qui lui est confiée, de son destin, c'est pourquoi les Russes ont-ils fait ça ? Je veux comprendre ce qu'ils ont en tête. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris ce risque ? Et il va en venir, en suivant cette ligne, cette pente, si vous voulez, le sens d'une crise, le sens d'une guerre, le sens politique, pas comment je vais gagner, mais pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là et quel est le sens en fait de l'affrontement qui commence. Il va en venir à proposer la solution du blocus et pas la solution que tous ces chefs d'état-major défendent sous la direction de LeMay. Il faut envahir Cuba immédiatement. Il faut envahir Cuba immédiatement. Tous les plans sont prêts, Monsieur le Président. On va saisir les rampes de missiles. Et Kennedy il dit non, parce que là je risque une guerre générale, on va mettre en place un blocus, je vais gagner du temps, je vais dialoguer. Et Curtis LeMay a cette phrase vis-à-vis de Kennedy, il dit « Monsieur le Président, c'est une solution désastreuse,
c'est une faiblesse. C'est pire que la reculade de Munich en 1938. Et là, Kennedy pâlit. Pourquoi ? Parce que c'est une insulte personnelle. Qui avait défendu Munich 1938 ? Qui était l'ambassadeur américain à Londres qui avait défendu ? C'était son père. C'était Joseph Kennedy qui avait été rappelé par Roosevelt. Ensuite, Curtis LeMay, qui sait ce qu'il fait, est en train de dire au président de manière indirecte et détournée, mais l'attaque est bien perçue de chaque côté, tu es aussi faible que ton père. Tu es un capitulard. C'est Munich. Il faut envahir Cuba. Maintenant. Kennedy va les remercier, très tendu, et va faire très exactement le contraire de ce que lui ont dit tous ces chefs d'état-major, qui sont tous d'accord avec LeMay, dans les jours qui vont suivre. Dans les jours qui vont suivre, on va voir se mettre en place quelque chose d'assez intéressant. Quelque chose d'assez intéressant, et on va voir ensemble, je vais avancer un tout petit peu. On va regarder ensemble l'extrait d'un film dont le titre est 13 jours, de Kevin Costner, et qui revient sur la crise de Cuba, justement. Et à un moment, qui va durer quelques minutes, de la crise de Cuba très important, très intéressant, l'affrontement entre une vision militaire, l'affrontement de volonté, et une vision politique, la dialectique, l'échange de signaux, la mesure et la pondération des choses, évidemment avec les militaires, mais à un niveau qui est celui d'une compréhension du succès stratégique et pas simplement de la victoire tactico-opérative, entre deux personnages. Un amiral qui représente... La scène s'est vraiment passée, elle s'est passée dans ces termes-là, ce sont ces propos qui ont été échangés, le film les reprend très fidèlement, il y a l'amiral d'un côté, et de l'autre côté Robert McNamara, qui est le secrétaire à la défense de Kennedy, et qui est venu sur place, dans un des bateaux américains, qui essaie de mettre en place le blocus à ce moment-là. Parfait. Chargez les canons. Les canons sont chargés, monsieur. Ça veut dire quoi, amiral? Depuis 1 heure, nous tentons d'entrer en contact avec le Grozny, monsieur le secrétaire. Le Grozny refuse de stopper. Et qu'est-ce que vous faites? Nous accomplissons notre mission, monsieur le secrétaire. Si vous voulez bien m'excuser, nous sommes très occupés et nous aimerions pouvoir faire notre travail. Amiral, je vous ai posé une question. Nous allons suivre les règles d'intervention. Les règles d'intervention que le président a approuvées et signées dans ses instructions du 23 octobre. Oui. Oui, vous pouvez procéder, capitaine. Lancez le tir. Quoi? Nom de Dieu! Mais cessez le feu! Quoi? Je vous ai dit de cesser le feu! Cessez le tir, cessez le tir! Que Dieu nous vienne en aide. Ce navire tirait des fusées de signalisation. Quoi? Des fusées éclairantes, monsieur le secrétaire. Mais nom de Dieu, j'ai un travail à faire, moi. Vous avez établi votre campement ici depuis lundi soir. Vous êtes fatigué, vous êtes exténué et vous faites plein d'erreurs. Vous avez interféré avec mes décisions au risque que plusieurs de mes hommes soient tués et je ne permettrai pas ça. Des fusées éclairantes? Laissez-nous travailler en paix, monsieur le secrétaire. La marine dirige des blocus depuis l'époque de John Paul Jones. Je crois que le président a pourtant été clair en précisant qu'il n'y aurait pas de tir sur ces navires sans son commandement express. Sauf votre respect, monsieur le secrétaire, nous ne tirions pas sur ce navire. Mais c'était quoi ça alors? Tirer sur un navire signifie attaquer un navire, et nous n'engagions aucune attaque contre ce navire. Nous tirions au-dessus de lui. Ce n'était pas l'intention du président quand il a donné ses instructions. Et si les soviétiques ne font pas la distinction? Et si jamais ils faisaient la même erreur que moi? Il n'y aura aucune fusée ni aucun tir dans le voisinage d'un navire soviétique sans mon commandement express. Alors, est-ce que c'est bien clair, amiral? C'est clair? Oui, monsieur. Et je ne délivrerai de telles instructions que lorsque j'en aurai reçu l'ordre du président. John Paul Jones. Vous ne comprenez rien, rien du tout, amiral. Ce n'est pas un blocus. C'est un langage, un nouveau vocabulaire d'un genre que le monde ne connaît pas encore. C'est le président Kennedy qui communique avec le premier secrétaire Khrouchtchev. Je vais revenir sur cet échange qui est absolument révélateur d'une certaine, si vous voulez, disjonction
du sens stratégique, surtout quand les armes nucléaires sont en jeu, si vous voulez, et que la crise se déroule dans une atmosphère nucléaire. Ce qui va suivre, on le sait tous, et je passe très vite, c'est effectivement un bras de fer, une dialectique particulière où les soviétiques vont retirer leurs armes, mais pas avant que, et on a ici les archives de ce moment-là, Fidel Castro n'ait écrit à Nikita Khrouchtchev pour lui dire le 27 octobre 1962, camarade, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas céder aux impérialistes. Et cette lettre a été écrite, on l'a, si vous voulez, ce sont des archives, sont intéressantes. L'Union soviétique ne doit jamais permettre qu'il puisse lancer une première frappe nucléaire contre elle. Ce serait le moyen d'éliminer ce danger pour toujours dans un acte de légitime défense. L'Union soviétique, donc aussi dure et terrible que soit cette solution, il n'y en aurait pas d'autre. Lettre à laquelle va répondre Khrouchtchev de la manière suivante. Dans votre télégramme du 27 octobre, vous avez proposé que nous soyons les premiers à lancer une frappe nucléaire contre le territoire ennemi. Vous comprenez où cela nous mène? C'est pas une simple frappe. Ce serait le début d'une guerre mondiale thermonucléaire. Chers camarades, Fidel Castro, je trouve votre proposition erronée, même si je comprends vos raisons. Nous luttons contre l'impérialisme, non pas pour mourir, mais pour exploiter tout notre potentiel, pour perdre le moins possible et plus tard pour gagner davantage. Pour perdre le moins possible et plus tard gagner davantage. Qu'est-ce qui se passe pendant cette crise? Pour la première fois, à ce degré, si vous voulez. Il se passe ceci. Généralement, les politiques donnent l'ordre, conçoivent, et au moment où la guerre s'enclenche, les militaires sont en première ligne et vont dérouler un plan d'opération. Et finalement, ce sont les hommes de la première ligne qui dialoguent entre eux de manière coercitive, de manière militaire, je dirais. Ici, vous avez deux caractères qui sont prêts à aller jusqu'au bout dans l'ordre tactico-opératif. Ce qui est intéressant avec Cuba, c'est que parce qu'il y a l'arme nucléaire et qu'on est en train de prendre conscience des conséquences qui sont celles de ce qu'on appellera la dissuasion existentielle, c'est-à-dire que l'arme nucléaire remet en cause éventuellement l'existence même des nations, c'est plus simplement, ça ne serait pas confiné à un champ de bataille, eh bien la relation change et ce qui se met en place, c'est un dialogue direct entre des responsables civils, comptables du destin d'un pays, qui deviennent les stratèges de première ligne, parce que l'arme nucléaire l'exige, étant donné le niveau de responsabilité en termes conséquentialistes. Et donc on a ici la mise en place, pour la première fois, parce qu'on est passé très près d'une catastrophe, d'une liaison qu'on appelle le téléphone rouge, dans la mythologie de l'ordre nucléaire. Il n'est pas rouge et ce n'est pas un téléphone, c'est une sorte de téléx, si vous voulez, à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, ligne directe entre Washington et Moscou. Parce que la dissuasion, ce ne sont pas d'abord des bombes, c'est d'abord des échanges de signaux. C'est d'abord un échange, si vous voulez, dialectique, un échange sur le plan cognitif, un échange de signaux qui envoient, si vous voulez, et qui font s'articuler deux volontés, mais surtout deux intelligences, conscientes normalement, c'est ce que le général Lucien Poirier appellera la vertu rationalisante de l'atome, des conséquences qui sont celles de l'utilisation éventuelle d'une arme nucléaire. Et à la fin de la guerre froide, vous aurez un certain nombre de responsables. Voilà un des grands conseillers de Kennedy. Dans les années 60, il continuera sa carrière dans les années 70 avec Johnson et avec d'autres présidents américains, McGeorge Bundy, qui exprime ici, quelques années après, en 69, je vais assez vite, la décorrélation entre, si vous voulez, des stratèges de chambre, des stratèges de cabinet, qui vont faire qui vont étudier la stratégie en empilant les millions de morts sans véritablement voir la conséquence humaine et la réalité humaine de tout ça, en se demandant, si vous voulez, en réduisant la stratégie à des équations, on dirait aujourd'hui à des algorithmes ou à des tableaux Excel, alors que le sens politique qui doit gouverner ce qu'est l'arme nucléaire et ce qu'elle implique, eh bien, oblige au contraire à revenir en permanence à l'essentiel, le monde réel des dirigeants politiques. Vous voyez, il oppose les analystes des groupes de réflexion, des think tanks, on a toujours ce problème aujourd'hui, j'y reviendrai, à ce qu'il appelle le monde réel des dirigeants politiques, parce que lui, il côtoie Kennedy puis ensuite Johnson quotidiennement dans le cadre du National Security Council, que ce soit ici ou en Union soviétique, une décision qui conduirait à ne serait-ce qu'une seule bombe à hydrogène sur une ville de son propre pays serait une erreur catastrophique. 10 bombes sur 10 villes, un désastre sans précédent.
100 bombes sur 100 villes, impensable. On ne peut pas penser à ça. Il faut revenir à chaque fois aux conséquences. Cette nouvelle prise de conscience, qui va être facilitée ensuite dans les années 70 par la détente, va stimuler des initiatives qui vont mener à ce que certains appellent l'âge d'or du contrôle et de la maîtrise des armements. C'est ça qu'on est en train de perdre aujourd'hui, sous nos yeux. La fragilisation de l'ensemble des cadres de contrôle et de maîtrise des armements, y compris les cadres de contrôle, les traités, si vous voulez, de gestion paritaire en termes quantitatifs des arsenaux stratégiques. C'est le traité New Start qui n'est pas renouvelé ici, qui est en train de mourir de sa belle mort, entre la Russie et les États-Unis. Tout ça, toute cette architecture venait de cette prise de conscience de la deuxième partie du premier âge nucléaire, où on se rend compte, j'utilise Cuba comme exemple si vous voulez, qu'on se rend compte de la véritable nature de cette arme. Et donc ça mène à équilibrer la partie de la crédibilité dissuasive, qui est fondée sur la disponibilité des armes, la volonté des dirigeants de s'en servir s'il le fallait pour défendre leurs intérêts vitaux, et une crédibilité aussi technologique, si vous voulez, ici. Ça mène à équilibrer ça, la crédibilité dissuasive, avec également la réputation en termes de non-emploi, c'est-à-dire la responsabilité des États qui détiennent la bombe. C'est ce qui mènera, en 1968, l'URSS et les États-Unis à écrire ensemble et à pousser ensemble le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP, 1968, ouvert à la signature, qui est aujourd'hui, vous l'avez ici, en vert, vous avez tous les pays qui ont signé le TNP. C'est le traité le plus rassembleur du monde. Il existe encore, c'est ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Alors que des traités, si vous voulez, pour lutter contre la prolifération nucléaire, contre les armements, maîtriser les armements, il y a eu beaucoup, je passerai rapidement. Aujourd'hui, il n'y a plus que Israël, le Soudan du Sud, on va vous dire, on va le mettre de côté, c'est un des derniers nés dans l'ordre international, 2011, il ne l'a pas signé encore, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, qui a fait partie du TNP et qui en est sorti en 2003. Taïwan était aussi à part, puisque sa souveraineté n'est pas reconnue, même si Taïwan reste indépendant politiquement sous la protection des États-Unis. Mais vous le voyez, c'est l'un des traités les plus rassembleurs du monde. Donc, c'est cette deuxième partie du premier âge nucléaire qui a mené à ces traités, avec des traités différents, qui se multiplient d'ailleurs au fur et à mesure qu'on approche de la fin de la guerre froide, avec le traité, par exemple, FNI, sur les forces nucléaires intermédiaires. Je passe rapidement. 1987, avant la fin de la guerre froide, à Washington, signature entre Ronald Reagan et celui qui est alors encore le secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Ça, c'était un progrès extrêmement intéressant. Pour la première fois, on éliminait toute une catégorie de missiles de croisière, de missiles balistiques, à charge conventionnelle ou nucléaire, des deux côtés, tous les missiles entre 500 et 5500 km. Ce traité aussi, il n'existe plus. Les États partis en sont sortis. C'est l'époque où cette guerre froide, 1991, l'année même de la chute de l'URSS, signe les accords START 1, qui sont des accords également de contrôle, maîtrise des armements sur le plan nucléaire. Et à la fin de la guerre froide, avec l'effondrement de l'URSS, et en ayant continué à tirer les leçons de cette apocalypse, de cette escalade toujours possible, avec cette convergence sur le plan normatif, sur le plan juridique, qui n'élimine pas les armes nucléaires, mais qui permet d'équilibrer les choses. Crédibilité dissuasive, il y a un ordre nucléaire, avec toujours la menace que constituent ces armes, si les intérêts vitaux des États dotés sont remis en question, mais en même temps, une convergence permanente, un dialogue, un échange, une convergence sur des normes, et cette partie juridique où les États dotés veulent apparaître comme étant à la hauteur de leurs responsabilités. Ils ont l'arme. Au titre du traité de non-prolifération, ils ont droit de l'avoir. Tous ceux qui adhèrent au traité après une certaine date, qui est les 1967, juste avant le traité, donc la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'URSS, les États-Unis, donc ont la bombe. Mais tous ceux qui vont adhérer ensuite au TNP renoncent à l'avoir, mais en échange, c'est l'article 6 du TNP, l'échange, c'est que les États dotés de l'arme s'engagent à petit, progressivement, et dans l'échange permanent, réduire la part des armes nucléaires
dans leurs moyens de défense, progresser ensemble un jour vers un horizon qui est celui du désarmement nucléaire total et mondial. Et, si vous voulez, cet équilibre entre les droits et les devoirs des États dotés et non dotés, des États non dotés qui ont en plus accès juridiquement et légalement au nucléaire civil, eh bien, cet équilibre fait la force du TNP, mais ça ne tient que si les États dotés de l'arme se comportent de manière responsable, c'est-à-dire ne prolifèrent pas, n'abusent pas de leur pouvoir. Et ce traité de non-prolifération, il va avoir un succès énorme, d'autant plus que, au début des années 90, eh bien, très rapidement, comme l'URSS s'est effondrée, eh bien, les États-Unis et la Russie, qui est à terre pendant plus de 10 ans, vont réduire leur arsenal de manière drastique. En 1990, les États-Unis, il faut s'en rappeler, avaient 12 000 têtes nucléaires stratégiques. En 2009, déjà, ce nombre descend à 6 000. L'arsenal stratégique, c'est-à-dire les moyens d'atteinte intercontinentaux, si vous voulez, les missiles balistiques intercontinentaux, est réduit de 50%. Ce qu'on appelle les systèmes non stratégiques, c'est un peu du jargon, c'est les armes nucléaires tactiques, si vous voulez, de faible puissance et de plus faible portée. Tout est relatif, mais les États-Unis les éliminent de plus de 80%. Et les budgets relatifs à l'arme nucléaire, pour les armes stratégiques en tout cas, chutent, s'effondrent en fait de 70%. Il faut se rappeler cette période, les armes nucléaires ne disparaissent pas, mais elles vont peu à peu rentrer dans ce que j'appellerais une périphérie stratégique et une périphérie doctrinale. Et on le voit très clairement ici, ça ce sont les arsenaux, si vous voulez, que ce soit le stock russe, le stock américain, après 1990 en particulier, c'est un véritable effondrement. L'arme nucléaire est toujours là, elle est importante, elle tient l'architecture de l'ordre stratégique international, mais on n'est plus dans une logique quantitative de course aux armements. Les effets conjugués de la chute de l'URSS, de la fin de la bipolarisation et du traité de non-prolifération se conjuguent pour créer l'entrée et permettre l'entrée dans le deuxième âge nucléaire. Et ce deuxième âge nucléaire, c'est un âge nucléaire qui va, lui, se concentrer non pas sur l'éventualité, si vous voulez, d'un affrontement entre les grands États dotés dans le cadre d'une opposition idéologique comme celle de la guerre froide, le communisme international et puis le monde dit libre sous l'égide des États-Unis, mais qui va se concentrer de manière coopérative, juridique, éthique, et plutôt s'orienter vers la lutte contre la prolifération, la lutte contre le terrorisme nucléaire, vous voyez, la possibilité d'une bombe sale ou bien d'un trafic nucléaire. Ça, c'est le deuxième âge nucléaire. C'est un âge nucléaire dans lequel on va voir, je l'ai dit tout à l'heure, décrue quantitative, renoncement à certains programmes clandestins, montée en puissance de cette dissuasion existentielle qui doit être réservée vraiment à des cas qu'on n'imagine plus d'ailleurs possibles, des cas de guerre directe entre, de risque de guerre entre des États centraux, des États dotés de l'arme nucléaire. Et ça, on ne l'imagine plus dans les années 90. On est dans une ère quasiment post-stratégique, où la géopolitique n'a plus de centralité, où ce qu'on appelle le monde westphalien, le monde des États, dotés d'une identité stratégique et qui doit défendre leurs intérêts nationaux, si vous voulez, qui entretiennent des armées importantes, qui ont des armées qui ont une masse particulière, eh bien finalement représente un monde ancien. Et on vient de cette époque-là, on a pensé ça, on a été persuadé que ça représentait l'avenir, et que finalement les armes nucléaires étaient les reliques d'une époque enfuie, passée. C'est le deuxième âge nucléaire, où finalement les nucléaristes sont sur la défensive. Les budgets baissent, le nombre des armes décroît, et c'est l'âge d'or, finalement, de ce contrôle, de cette maîtrise des armements. Les arsenaux doivent s'adapter. Ce qu'on appelle les Nuclear Posture Reviews, c'est-à-dire, si vous voulez, la politique générale, la doctrine générale, par exemple du côté américain en matière nucléaire, va s'adapter à ça. Sous la présidence Obama, par exemple, au début en tout cas de sa présidence, au tout début, le président Obama va mettre l'accent sur la coopération en matière de maîtrise et de contrôle des armements. Ce qui compte, c'est la sécurité nucléaire partagée, c'est la lutte contre la prolifération. Et c'est vrai que beaucoup de budgets sont réorientés vers des programmes de dissuasion conventionnels, c'est-à-dire des moyens de frappe à distance rapides, avec une grande allonge, mais avec des charges explosives ou des missiles, si vous voulez, je simplifie, conventionnels.
Le programme Prompt Global Strike, par exemple, rentre dans cette catégorie. Donc on voit des armes nucléaires qui existent toujours, on les entretient. À partir de 2010, d'ailleurs, aux États-Unis, même Obama, c'est lui qui lance, c'est pas Trump, en réalité, la remise à jour et l'entretien de l'ensemble de l'arsenal nucléaire américain. Mais clairement, on est dans une logique qui est celle de la coopération. Et d'ailleurs, après les années 90, au début des années 2000, on a toujours cette décrue quantitative des arsenaux négociée de manière paritaire entre les États-Unis et la Russie, de Vladimir Poutine et de Dmitri Medvedev. Celui qui est aujourd'hui un des faucons, si vous voulez, du côté russe dans cette guerre d'Ukraine que nous connaissons, Medvedev, en tant que président de la Russie en 2010, c'est lui qui signe le traité New Start avec Obama. Chacune des parties au traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements, traité de désarmement général complet sous un contrôle international strict et efficace. Ça, c'était encore en 2010. Donc très proche de nous. Et on a l'impression que c'est déjà la préhistoire par rapport à ce qu'on a sous les yeux. Le contrôle et la maîtrise des armements sont encore réels. Et c'est vrai que lorsque on se penche sur ce moment-là, jusqu'en, si vous voulez, 2013, 2015, on a cette décrue quantitative des armements. Voilà si vous voulez, une infographie qu'on trouve dans un grand journal français, c'est le Monde à ce moment-là. Et vous voyez ce commentaire ici, de moins en moins d'armes nucléaires dans le monde. Ça, c'est 2010. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois parce que ce qui se passe, si on regarde les choses, si aujourd'hui je prolongeais, si vous voulez, ce graphique, on aurait, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, en réalité, même avant l'effondrement du RSS, pour la première fois, une remontée en puissance quantitative des arsenaux. Non seulement en Russie, aux États-Unis, en Chine, de manière assez d'ailleurs marquante, mais également en France. Dernièrement, on était les derniers à ne pas remonter en puissance quantitativement, au Royaume-Uni, c'est-à-dire dans les pays dotés de l'arme nucléaire qui sont censés être les gardiens de l'ordre dans un esprit de responsabilité et de convergence des normes et des cadres de maîtrise et de contrôle des armements, au titre de l'article 6, qui est la seule chose qui fasse tenir le TNP. Eh bien, ces États dotés, qui sont les gardiens communs de la norme et de l'équilibre entre crédibilité dissuasive et responsabilité de non-emploi, sont en train de remonter en puissance quantitativement. Et là, avec ce, si vous voulez, c'est un des signes de la sortie du deuxième âge nucléaire. Deuxième âge nucléaire qui reposait sur finalement ce qu'on appelle, parmi d'autres concepts, mais ce qu'on appelle le tabou nucléaire. Je prends ici deux citations, et oui, je fais un peu de concept, mais c'est important, deux auteurs importants. Thomas Schelling, prix Nobel, économiste, stratégiste, très actif pendant la guerre du Vietnam, une légende avec Robert Jervis, avec des gens comme Kenneth Waltz, Herman Kahn, de la réflexion stratégique, du concept stratégique américain en matière nucléaire. Schelling, auteur en 2005 du tabou nucléaire, également de grands livres de stratégie, en particulier, c'est un spécialiste de la théorie des jeux, Schelling, qui s'est beaucoup intéressé au nucléaire et à l'échange, si vous voulez, mental, cognitif, psychologique, qui domine un affrontement et une crise nucléaire. Et il dit, et sa phrase est très intéressante, l'événement le plus spectaculaire du dernier demi-siècle est un événement qui ne s'est pas produit. C'est très exactement ça. Nous avons profité de 60 ans sans explosion d'armes nucléaires à des fins agressives. Et c'est un miracle, et en même temps un miracle qui s'explique, parce qu'après Cuba, on prend conscience des conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, et on a tout fait pour que, finalement, le nucléaire soit bien compris à la hauteur qui était exigée par sa nature même. Une escalade éventuelle vers une destruction réciproque. Chez toute une génération de chercheurs, et ici bien représentée par l'une des plus intéressantes pour moi, des plus profondes, qui est Nina Tannenwald, l'auteur qui a creusé ce concept de tabou nucléaire, en particulier en 2007, pour elle, il y a un tabou nucléaire qui est devenu d'ordre, si vous voulez, moral, éthique. C'est pas simplement la peur de l'apocalypse, c'est également la conscience que, mais en fait, c'est quelque chose qui est indéfendable, pas seulement sur le plan juridique, sur le plan moral. Hiroshima n'est pas un événement historique, c'est quasiment un événement cosmique, d'une certaine façon. Et cette prise de conscience-là, elle lui donne un nom, c'est le tabou nucléaire, qui est une sorte, vous voyez ici, de prohibition de facto
contre l'emploi en premier des armes nucléaires. Quelle que soit la raison, même si un État était attaqué, si vous voulez, massivement par des moyens conventionnels, et qui se défendait au titre de l'article 51 de la Charte, par exemple, en légitime défense avec une arme nucléaire, il briserait un tabou moral et quelles que soient les raisons, il serait coupable. Devant l'histoire, devant la société internationale, etc. C'est ce qu'elle veut dire par tabou. C'est quelque chose qui devient quasiment impensable. Le tabou n'est pas le comportement lui-même, mais la croyance normative concernant ce comportement. C'est une approche très constructiviste, si vous voulez, ici, qui est très représentative d'ailleurs du deuxième âge nucléaire. Dans le premier âge nucléaire, on a vu, c'était l'âge d'or, si vous voulez, d'une pensée qui est celle du choix rationnel. Ça a été l'âge d'or des travaux qui ont été menés en termes de culture stratégique. Snyder, par exemple, on essaie de comprendre si la culture nucléaire russe est différente de la culture nucléaire américaine. C'est un âge, ce premier âge, qui a vu le développement de la théorie des jeux, des équations, si vous voulez, la mise en équation des échanges nucléaires. Ça, c'est le premier âge nucléaire, très rationnel finalement. Et le deuxième âge, c'est ça. Le deuxième âge nucléaire, les années 90, les années 2000, dans l'université, dans la recherche, dans les débats intellectuels, les débats stratégiques, vous voyez l'influence de la norme, des perceptions, et donc d'une approche constructiviste, intersubjective. Je essaie de prendre en compte l'autre au moment de juger. Et donc j'essaie de comprendre comment, en comprenant sa singularité, ses propres intérêts, en les intégrant à mon équation, je peux éventuellement progresser avec lui vers la tenue, l'architecture et la défense commune d'une norme qui va nous protéger tous les deux, en équilibrant nos relations stratégiques. Ça, c'est très intéressant, ça, c'est le deuxième âge. Et on arrive au troisième âge. Ce que je viens de décrire est intéressant. On a obtenu un équilibre, on est conscient des responsabilités des uns, des droits des autres, des dangers qui concernent, en fait, tous les joueurs, et du point de vue de la recherche et de la compréhension de ce qu'est le nucléaire, et de son influence dans les relations internationales, on est arrivé à un certain équilibre. Et puis, eh bien, si on regarde ce qui est en face de nous, ici, aujourd'hui, sous nos yeux, la guerre en Iran, l'opposition entre la Russie et l'Europe, dans le cadre de la guerre en Ukraine, les États-Unis, les hésitations des États-Unis, les doutes de la Chine, la montée en puissance quantitative de l'arsenal nucléaire chinois, etc., dit qu'on a changé d'époque. Deuxième âge est fini. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2014 ? La crise actuelle, on peut dire que jusqu'au milieu des années 2000, les crises se multiplient, mais l'ordre nucléaire, les équilibres hérités du premier âge ne sont pas affectés, si vous voulez, par tout ça. C'est la crise de Crimée en 2014 qui va changer les choses, avec en particulier une montée en puissance des signalements nucléaires, en termes de fréquence. C'est-à-dire qu'on va considérer que c'est une forme de sanctuarisation agressive lorsque la Russie met la main sur la Crimée en 2014 pour répondre à ce qu'elle considère comme un basculement des équilibres stratégiques en Europe suite aux événements de Maïdan en 2013, basculement clair de l'Ukraine du côté occidental, avec la fuite d'un président qui avait été élu en Ukraine, et la Russie ne voit que ça. Eh bien, la Russie immédiatement met cette récupération de la Crimée sous cloche nucléaire. Et il y a effectivement ce qu'on appelle un signalement nucléaire, août 2014. Je souhaite vous rappeler que la Russie est l'une des plus grandes puissances nucléaires. Normalement, on ne le dit pas. Tout le monde le sait. Il n'y a pas besoin de le dire. On évite ça. On ne le dit pas trop, justement. Parce que dans le nucléaire, plus on parle, et moins on a de crédibilité. Et quand on parle, on le fait en pondérant chaque mot, chaque virgule, chaque phrase. Et ici, on va voir eh bien une utilisation, une fréquence de plus en plus importante de ces signalements nucléaires du côté russe. Et je ne dis pas que ça a tout déclenché, parce qu'en fait, les choses sont bien antérieures, en réalité. Mais ça nous emmènerait dans des discussions un peu trop techniques, autour du sommet de Lisbonne de l'OTAN en 2010, autour des choix qui ont été ceux de certains pays d'Europe centrale et orientale, en Europe en particulier, d'une évolution, en fait, qui a précédé Trump. Sous Obama, il s'est passé un certain nombre de choses du point de vue d'un intérêt renouvelé pour certaines, disons, horizons tactiques nucléaires. Je ferme la parenthèse. Je simplifie tout de même. La Crimée est un moment, pour moi, qui est un moment de bascule, en particulier en termes de signalement. Et ça va mener lieu à une perte de confiance réelle entre les dirigeants
entre les dirigeants américains et russes. Il faut se souvenir qu'Obama était le président du reset avec la Russie, hein, une remise à plat des relations et peut-être une nouvelle convergence, etc. Et on ne voit pas un basculement général qui va être accéléré en plus par de changements politiques internes aux États-Unis, avec cette arrivée de Donald Trump, qui va sidérer l'ensemble de la société américaine, en tout cas certaines de ses élites, qui n'ont pas vu venir ce divorce entre toute une partie de la société américaine et une partie de ses élites, avec un aveuglement, enfin a posteriori, si vous voulez, qui va effectivement sidérer tout le monde, et un président Trump qui arrive en disant ceci, et qui va inaugurer le signalement nucléaire par tweet dans sa pratique. Et là aussi, c'est pas neutre, je vais y venir. Les États-Unis doivent augmenter, doivent renforcer, doivent étendre leur capacité nucléaire jusqu'à ce que le monde devienne raisonnable en ce qui concerne les arsenaux atomiques. Et c'est un président qui, effectivement, en particulier à partir de 2018, avec ce qu'on appelle la NPR 2018, et avec autour de lui un certain nombre de conseillers qui sont tout à fait dans cette ligne, va juger que la situation stratégique mondiale est dégradée. Il y a eu la Crimée, mais pas seulement. Derrière, il y a surtout la Chine. Et qui va, si vous voulez, faire changer la doctrine américaine en ouvrant, disons, une possibilité au retour d'une centralité, d'une certaine importance des armes nucléaires tactiques, des armes nucléaires de faible puissance, de portée, disons, moins importante que celle des armes dites stratégiques, c'est-à-dire des armes intercontinentales. Pourquoi ? Pour tellement remplir un vide que certains analystes dénoncent, qui est un vide entre ce que Kissinger, en 1957, dans Nuclear Weapons and Foreign Policy, appelait le dilemme entre Armageddon et la défaite sans guerre. C'est-à-dire, vous avez des armes nucléaires, c'est quelque chose qui peut faire peur à vos ennemis, mais qui vous fait peur à vous-même en même temps. Et on l'a vu à Cuba. Donc, Armageddon, c'est l'horizon de la destruction réciproque absolue. La défaite sans guerre, c'est une autre problématique, c'est vous avez tellement peur de vos armes que vous n'osez pas les utiliser. Et Kissinger va dire, mais finalement, en ayant simplement un arsenal qui est un arsenal stratégique, qui peut tout détruire, eh bien, on est pris entre la possibilité, si vraiment on va dans cette direction, de déclencher l'apocalypse finale, et dans le cas, c'est déjà problématique, il va falloir être extrêmement fin, mais dans le cas où les enjeux ne sont pas suffisamment importants pour que l'on songe même à imaginer la possibilité d'un Armageddon, dans ce cas-là, on est pris par son contraire, c'est-à-dire une paralysie. On ne les utilise pas et on laisse se dérouler le fait accompli parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc on est pris entre Armageddon et la défaite sans guerre. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, un gouffre, un vide dissuasif. Il nous faut éventuellement des moyens nucléaires, des armes nucléaires qui soient de puissance suffisamment contrôlée ou suffisamment, peu destructrice pour que l'utilisation, la menace d'utilisation de ces armes soit crédible. Si je dis que si vous franchissez telle ligne, je vais déclencher une frappe nucléaire à, disons, 5 kilotonnes, 10 kilotonnes, 15 kilotonnes. 15 kilotonnes, c'est la bombe d'Hiroshima. 15 kilotonnes, c'est la bombe d'Hiroshima. Aujourd'hui, c'est une toute petite bombe tactique. C'est considéré comme une toute petite bombe tactique par rapport à des bombes nucléaires stratégiques, donc thermonucléaires, 50 mégatonnes par exemple. Si je dis, si vous franchissez cette ligne, j'utilise une bombe de 50 mégatonnes, je ne suis pas sûr que vous me croyez, vous me preniez au sérieux. Mais si je vous dis que je vais éventuellement utiliser des armes nucléaires tactiques, et qu'ensuite, j'attends de vous que vous reculiez et qu'on rentre dans un dialogue, si vous voulez, que l'on maîtrisera tous les deux, vous allez peut-être lancer vous aussi une bombe de 10 kilotonnes. Puis on va monter comme ça. Mais on va monter de manière contrôlée. Ce qu'il y a dans la NPR, donc on comble un vide dissuasif. On restaure la possibilité de penser l'impensable et d'utiliser ce qu'on ne devrait pas utiliser. Ça, vous avez cette logique, et ça devient une tendance à ce moment-là, dans l'ordre international nucléaire,
du retour de ces armes nucléaires tactiques dans les doctrines de ce qu'on appelle les dissuadeurs centraux, dont les États-Unis. Et cette Nuclear Posture Review, NPR, américaine 2018, en est un exemple, avec en plus, mais là, Trump s'inscrit dans les pas d'Obama, même s'il ne l'avouera jamais, de modernisation de l'arsenal nucléaire américain. Donc je passe sur ce document. Le problème, c'est que lorsque vous êtes les États-Unis, vous essayez, dans cette NPR, de dire il y a les armes conventionnelles, il y a des moyens conventionnels de destruction très importants, ce qu'on appelle le conventionnel du haut du spectre. Tout, immédiatement au-dessus, vous avez des armes nucléaires tactiques, et puis on monte comme ça en potentiel de destruction jusqu'à nos missiles intercontinentaux, où là, la destruction et la puissance explosive va se compter en mégatonnes. Et vous établissez comme ça une échelle, et vous espérez que les autres vont vous croire que cette échelle, vous pourrez l'utiliser, la contrôler sans qu'il y ait de dérapage et d'ascension aux extrêmes. Mais vous avez d'autres joueurs qui n'ont pas les possibilités des États-Unis et les arsenaux des États-Unis. Prenons par exemple les Pakistanais et les Indiens. Les Pakistanais ont un arsenal qui est, disons, caractérisé par un investissement dans les armes nucléaires tactiques. Et le Pakistan dit souvent, voilà, on n'hésitera pas, nous, puisque l'Inde est beaucoup plus forte que nous conventionnellement, et qu'on a très peu de profondeur stratégique par rapport à l'Inde. Si l'Inde déclenche une invasion conventionnelle massive, le Pakistan a très peu de temps pour réagir. Parce qu'en réalité, le Pakistan utile, vous le savez très bien, il est quelque part entre Lahore et l'Indus. Hein. Donc c'est la moitié du pays, en fait. Le Pakistan utile, le Pakistan stratégique. Donc le Pakistan dit, on n'hésitera pas, nous, depuis 1998, on a prouvé qu'on avait cette arme, à utiliser éventuellement notre arsenal tactique pour envoyer un signal à l'Inde, arrêtez-vous, sinon les conséquences seront plus importantes. Ce que disent les Indiens, de leur côté, disent, c'est même pas la peine de nous parler de ça. Vous avez ici, je prends cet extrait parce que je le trouve très intéressant, un stratège indien, Shyam Saran, en 2013, il explique la chose suivante. La catégorisation d'armes nucléaires qui sera employée pour attaquer l'Inde, soit stratégique, soit tactique, n'a aucune signification du point de vue de l'Inde. Une guerre nucléaire limitée est une contradiction dans les termes. Tout échange nucléaire, quelle que soit sa puissance, une fois entamé, escaladerait rapidement et inexorablement au niveau stratégique. Que dit-il ? Il dit, j'utilise souvent cette expression, on parle d'armes nucléaires tactiques. Ceux qui en parlent insistent sur le T, de tactique, en disant, c'est pas une arme nucléaire stratégique, c'est pas l'apocalypse, ça sera contrôlé du point de vue de la puissance. Donc il y aura un dialogue, on restaure la dissuasion. Sauf que pour un pays comme l'Inde, il dira, vous vous trompez. L'arme nucléaire, et on devrait le savoir depuis 1945 et encore plus depuis 1962, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Dans armes nucléaires tactiques, ANT, l'important c'est pas le T, c'est le N. C'est nucléaire ou c'est pas nucléaire. Et si c'est nucléaire, c'est une attaque stratégique contre l'Inde, on escaladera immédiatement. Vous aurez brisé le tabou nucléaire, et ça veut dire que vous menacez notre survie même. N'espérez pas une seconde qu'on rentre dans un dialogue dissuasif, où on suivra du tactique, par du tactique plus important, etc. Et on s'arrêtera ensemble. Ça n'arrivera pas. Et donc vous voyez, vous avez ce bras de fer en fait dialectique, cet échange. Vous avez certains acteurs qui veulent restaurer leur crédibilité dissuasive pour des petits enjeux en reconvoquant les armes nucléaires tactiques, en disant on contrôlera, c'est une forme de dialogue, on aura brisé le tabou nucléaire mais on contrôlera les choses. Et d'autres qui, parce que leurs arsenaux ne sont pas les mêmes, parce que leurs enjeux ne sont pas les mêmes, et parce que pour eux il y a la frontière c'est vraiment nucléaire ou non nucléaire, eh bien, qui refusent cette différence. Et on voit que, en fait, l'ordre nucléaire, il est très complexe, parce qu'on est habitué à le penser en termes de relations entre les États-Unis et la Russie, et puis maintenant, cette tripolarisation nucléaire avec le nouveau joueur qui est la Chine, en termes quantitatifs, mais en fait, il se joue dans des espaces de singularité, des échanges très complexes, régionaux, avec des cultures particulières, des compréhensions singulières et différentes. Et en fait, l'ordre nucléaire, c'est ça aussi. C'est la différence entre les dissuadeurs centraux et des couples nucléaires au niveau régional qui ont d'autres comportements. Ça, c'est très intéressant. Dans la suite des choses, en 2021, alors, certains se sont dit, Trump, c'est une parenthèse. On va revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et d'une certaine façon, oui, Biden, en 2021,
décide de prolonger New START, qui avait été signé en 2010 par Obama. Biden était après tout le vice-président de Barack Obama. Donc il rencontre Poutine en 2021. C'est après la Crimée. Il se force à lui serrer la main. For the common good, pour le bien de tous, pour que subsiste ce cadre de contrôle et de gestion paritaire des arsenaux atomiques. Mais juste après 2021, eh bien, il y a 2022. Et 2022, c'est l'invasion de l'Ukraine, et c'est la reprise du signalement stratégique. Et Poutine refait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a cette invasion et à nouveau ce signalement nucléaire, mais qui, du point de vue russe, est logique. Parce que pour lui, ce n'est pas de la sanctuarisation agressive, c'est un mouvement stratégique défensif. Pour lui, il lance une offensive sur le plan tactico-opératif qui est comprise et si vous voulez, promue ou expliquée par les Russes comme étant de nature défensive au niveau stratégique. Donc pour lui, vous avez à nouveau ce vocabulaire, peu importe qui essaie de se mettre en travers de notre chemin, peu importe, ça veut dire, même si ce sont les États-Unis. Ils doivent savoir que la Russie répondra immédiatement, il y aura une escalade. Les conséquences seront telles que vous n'en avez jamais vu dans toute votre histoire. Traduction pour un nucléariste, on escaladera immédiatement au niveau stratégique. La Russie d'aujourd'hui reste l'un des États nucléaires les plus puissants. Traduction pour un nucléariste, puissant, ça veut dire quantitatif et qualitatif. Capacité à percer les défenses antimissiles. On a des missiles de croisière hypersoniques, on a des planeurs hypersoniques, on a des missiles intercontinentaux avec des têtes multiples. On peut les remettre. On a 2000 bombes nucléaires tactiques qui restent de la guerre froide en Russie. Bref, traduction pour un nucléariste, l'un des États nucléaires les plus puissants, qui a en plus un nombre d'options à sa disposition important. Ça reste une grande puissance nucléaire. Ils n'avaient plus que ça dans les années 90. Et c'est la dernière chose qu'ils voulaient perdre. La dernière chose qui subsistait, qui tenait debout dans la Russie clochardisée des années 90, c'était son arsenal nucléaire. Parce que sans ça, la Russie n'était plus rien dans l'ordre international. Et ils l'ont gardé. Le président Biden va établir son aide à l'Ukraine sur la prise en compte, en fait, de cette problématique. Et on retrouve Nina Tannenwald, l'auteur du tabou nucléaire, qui dira au début de la guerre en Ukraine, quand certains appellent à la confrontation avec la Russie, à la mise en place d'une zone d'interdiction aérienne, à des frappes directes sur la Russie, elle dit, malgré des appels aux États-Unis en faveur de la création d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus ou partie de l'Ukraine, l'administration Biden a sagement résisté. En pratique, cela signifierait abattre des avions russes. Cela pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale. En fait, vous avez au début de la guerre l'héritage de Cuba. On ne l'a pas assez dit, en fait. Vous avez le signalement nucléaire du président russe et vous avez la réponse de Biden. Ici, en 2022, dans le cadre d'un débat aux États-Unis, il va dire, d'une manière assez agacée d'ailleurs, assez ferme, au début en tout cas, et puis là, il ne bute pas encore sur ses mots, il n'est pas, voilà, il tient encore debout. L'idée que nous allons envoyer des équipes, des capacités offensives, des avions, des tanks, etc., des pilotes américains, des équipages américains, arrêtez-vous, just understand. Arrêtez, don't kid yourself. Arrêtez vos enfantillages, en fait. Soyez responsables. Peu importe ce que vous dites, vous voulez aider l'Ukraine, moi aussi, très bien, mais ça s'appellerait la Troisième Guerre mondiale. OK? Period. On s'arrête. Ça, c'est Joseph Biden au début de la crise, au début de la guerre d'Ukraine, pardon. Petit à petit, au fur et à mesure que la guerre se déroule, les Américains vont envoyer de plus en plus de matériel conventionnel haut, qui les mène, si vous voulez, à une confrontation, à aider l'Ukraine à être dans une confrontation véritablement stratégique avec la Russie. Et à un certain moment, fin 2022, début 2023, quand la Russie est sur le recul, elle perd sur le terrain, elle doit quitter Kherson, Kharkiv, c'est humiliant, il repasse de l'autre côté du Dniepr. On est, pour tous les spécialistes, on est dans un moment où, si ça va trop loin, si ça va plus loin, si l'offensive repousse les Russes de toute l'Ukraine et éventuellement, certains disent à ce moment-là, un peu exaltés, il faut finir cette guerre au Kremlin, là, il y a une possibilité d'utilisation de l'arme nucléaire en interdiction. Parce que tous les nucléaristes le savent, en tout cas. Ça, c'est les travaux de l'économie comportementale appliqués au nucléaire, Robert Jarvis en particulier. Le joueur nucléaire est beaucoup plus sensible aux pertes qu'aux gains. Et effectivement, c'est quand un joueur nucléaire central doté de l'arme est sur le reculoir
dans un endroit et un moment qui concerne ses intérêts vitaux et à proximité de son sanctuaire national et de son barycentre stratégique, que vous entrez dans une séquence qui est extrêmement dangereuse. C'était Cuba, c'était l'Ukraine aussi entre fin 2022 et début 2023. Alors on n'est pas tous d'accord là-dessus. Moi, c'est ma position. J'avais été auditionné une première fois par la Commission de défense de l'Assemblée nationale à ce moment-là, et c'est ce que j'avais, une des possibilités en tout cas dont on avait discuté. Ce moment, si vous voulez, vous voyez, 2014, 2022, le retour des armes nucléaires tactiques, ce qu'on appelle les théories de la victoire, de l'escalade éventuellement contrôlée, la guerre en Ukraine qui stimule tout ça. Oui, on est entré dans le troisième âge nucléaire à ce moment-là. Et on le voit parce que l'administration Biden, qui avait promis de revenir sur certaines initiatives du président Trump en termes d'élargissement de l'arsenal nucléaire américain, en termes, par exemple, vous vous souvenez de l'accord de Vienne avec les Iraniens en 2015, Trump en était sorti de manière unilatérale. Biden avait dit « j'y reviendrai à certaines conditions, mais j'y reviendrai ». Il renonce. Il avait dit dans sa plateforme de politique étrangère « moi, président, je déclarerai sur le plan de la doctrine que les armes nucléaires ne servent qu'à dissuader d'autres armes nucléaires, ce qu'on appelle le sole purpose. Les armes nucléaires n'ont qu'un but, c'est ça. » C'est très important dans une doctrine nucléaire. Si vous voulez, ça donne des garanties, ce qu'on appelle des garanties négatives de sécurité. Je simplifie. Il renonce à le faire. Alors que tous ses conseillers s'accrochaient à ça, l'avaient promu, avaient dit c'est notre différence avec le président Trump, nous sommes plus diplomatiques, plus responsables doctrinalement. Il renonce. Il renonce parce qu'on est rentré dans le troisième âge nucléaire. On est rentré dans quelque chose finalement où finalement, ce qui est le plus important, ce n'est pas la réputation de non-emploi sur le plan normatif, ça redevient la crédibilité dissuasive sur le plan stratégique. Et donc tous les documents qui vont suivre, la National Security Strategy 2022 de l'administration Trump, la Nuclear Posture Review, les débats au Congrès, vont répliquer en fait et garder l'essentiel de ce qui était dans la NPR 2018 de Trump. Donc en fait on arrive, non pas à une rupture, mais à une continuité entre Trump et Biden du point de vue nucléaire, parce qu'on a changé d'époque. Et cette époque, on l'a sous les yeux, c'est celle-là. On se demande si l'Arabie Saoudite ne voudra pas la bombe si l'Iran va trop loin, la Corée du Nord, les changements de plus en plus fréquents de la doctrine russe, avec ce que certains appellent un abaissement de la voûte de l'emploi chez les Russes, la Pologne qui réclame le stockage de bombes nucléaires américaines tactiques sur son propre sol, etc. etc. Et ça, c'est ces dernières années, ces dernières semaines. Je vais un peu vite. L'un des changements importants, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, la Russie va déplacer une partie de son arsenal nucléaire sur le territoire d'un État étranger, en l'occurrence la Biélorussie. Et on va se trouver dans une situation où vous avez des bombes nucléaires tactiques américaines, une centaine, stockées en Europe, dans 5 pays, et aujourd'hui, des bombes nucléaires tactiques. Alors, la nature de l'arsenal qui est déplacé en Biélorussie, c'est un vrai sujet. Mais la Biélorussie a modifié sa constitution pour ce faire. Et le dialogue a été direct entre Loukachenko et Poutine. Et on a là encore un signe qu'on entre dans un autre âge nucléaire, le troisième âge nucléaire. Et ça, évidemment, ça a des effets sur l'ensemble de l'ordre nucléaire international. On est clairement dans une autre époque. En même temps, je le dis ici, on est centré sur l'Ukraine et les Européens ne voient que ça. Ils ont l'impression que le monde entier regarde l'Ukraine. C'est un problème européen. C'est même pas totalement un problème américain. Les Américains, pour eux, le problème, c'est pas la Russie. La Russie pourra, surtout aujourd'hui, les Américains pensent que la Russie est un risque et que la Chine est une menace. La Russie ne pourra pas installer et instaurer une hégémonie, même régionale, en Europe. La Russie, en 4 ans, elle n'a pas réussi à passer le Dniepr. Pour les Américains, elle n'envahira pas l'OTAN. Ça, c'est l'administration Trump. C'est ce qu'un Elbridge Colby va écrire dans The Strategy of Denial en 2021. Aujourd'hui, c'est lui l'architecte de la stratégie, en particulier une partie de la stratégie nucléaire américaine, de dissuasion et d'alliance. En revanche, s'il y a un pays qui peut être l'équivalent des États-Unis, un compétiteur pair, y compris dans les domaines les plus technologiques, et qui a peut-être même déjà dépassé sûrement les États-Unis dans certains domaines, c'est la Chine. Et la Chine, oui, a tout ce qu'il faut en termes de potentiel pour établir une hégémonie régionale dans une région qui importe aux États-Unis, qui est le Pacifique Ouest.
Et de ce point de vue-là, eh bien, la Chine est la priorité des États-Unis. C'est pas l'Ukraine, c'est pas la Russie. Et l'administration de Trump va même aller plus loin. On pourra s'arranger avec la Russie à moyen terme. Il suffit de la contenir. On continue à donner des garanties dissuasives nucléaires aux Européens. On leur demande de payer pour leur propre sécurité en se renforçant conventionnellement. Et on déplace la focale sur la Chine. La Chine, justement, a conscience de ça. Et dans l'ordre nucléaire, qui est celui du troisième âge nucléaire, l'ordre atomique, la Chine, les Chinois travaillent, ils font leur devoir, ils lisent les textes. Et ils ont lu attentivement la National Defense Strategy de l'administration Biden. Que dit cette National Defense Strategy? Que, tout simplement, la priorité, ça c'est avant Trump, mais c'est la même chose en réalité. La priorité, défendre le territoire national en le faisant au rythme d'une menace multidomaine dans tous les milieux, dans tous les champs, qui est croissante et qui est posée par la Chine. Vous n'avez pas la Russie ici, vous n'avez pas la Corée du Nord, vous n'avez pas l'Iran, vous avez la Chine. Ça, c'est la priorité 1. Ensuite, il y a d'autres problématiques. Mais tout ce qui est structurant, l'architecture, la vision grand stratégique des États-Unis, c'est d'abord une Chine qui augmente du point de vue quantitatif, son arsenal, qui progresse qualitativement, qui maîtrise de plus en plus de capacités conventionnelles hautes et qui est en train de faire monter en puissance les différents vecteurs, les différentes composantes qui permettent, si vous voulez, de crédibiliser non plus seulement une capacité de riposte en second, ce qu'on appelle une seconde frappe sanctuarisante pour son arsenal nucléaire, qui jusqu'ici était quantitativement réduit, si vous voulez, autour de 250-300 têtes, mais qui est en train de monter, on estime qu'elle est aujourd'hui à 600 têtes, et qu'elle va vers 1000 têtes. C'est la priorité des États-Unis aujourd'hui. Donc, en conclusion provisoire et avant vos questions, vous savez que je m'adapte à la menace nucléaire qui est proche de moi. Surtout de la part d'un marin. La marine est une arme qui est tirée vers le haut depuis 1972 par la mise en service de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Les relations entre les États dotés au titre du TNP et les États non dotés sont en train de se modifier en profondeur. Vous avez d'un côté, il y a beaucoup d'acteurs que je n'ai pas évoqués, mais on va peut-être en parler, vous avez d'un côté des États dotés qui sont saisis par la tentation de la prolifération verticale. Ils augmentent quantitativement leurs arsenaux et ils les améliorent qualitativement. Et tous disent que c'est justifié parce que le monde devient plus dangereux. Oui, mais si le monde devient plus dangereux pour les États dotés déjà de l'arme nucléaire, que doivent penser les États qui n'en sont pas dotés? Eh bien, à cette prolifération verticale répond une angoisse existentielle de la part de certains pays. Mettez-vous à la place de la Corée du Sud aujourd'hui, du Japon, de la Pologne, même de l'Allemagne. Et le débat dans ces 4 pays, je ne les cite pas par hasard, est un débat sur le plan nucléaire qui est... Moi, je n'ai jamais vu ça. Le débat nucléaire en Allemagne, il y a quelques années, j'avais travaillé un de mes étudiants en recherche, il y a 6 ou 7 ans, je lui ai dit, le débat nucléaire militaire en Allemagne. Au bout de quelques mois, il est revenu me voir, il m'a dit, monsieur le professeur, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de débat nucléaire militaire en Allemagne. Tout le monde est d'accord, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, vous pouvez écrire ça dessus. Je n'ai jamais vu ça en Allemagne. Tout le monde travaille là-dessus en ce moment. C'est assez impressionnant. Bon. Donc, l'angoisse de ces pays non dotés, eh bien, nourrit la tentation d'une prolifération, cette fois-ci horizontale, l'augmentation éventuelle du nombre d'États dotés dans le monde. Je vais raisonnablement même dialectiquement, on est arrivé à un point de conclusion intéressant, m'arrêter là, provisoirement. J'ai plein de choses, mais on le fera dans le cadre de questions, je pense que ça sera mieux. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. On va poser une série de questions et il y aura 5 minutes pour répondre. Donc, les micros sont en train de circuler. Merci. Oui. Ah oui, on prend d'autres questions. Le discours. Merci. Ah, mon micro marche mieux que celui de mon camarade, là. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur le thème de la prolifération horizontale que vous avez évoqué à plusieurs reprises,
en accordance avec ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran. Cette guerre que mènent les États-Unis, puissance nucléaire, vous l'avez bien dit, contre un pays qui espère le devenir, va peut-être aboutir à ce qu'en effet la prolifération s'accomplisse en direction de l'Iran. Pensez-vous que si jamais on en arrivait là, c'est-à-dire si on en restait aux données actuelles du cessez-le-feu tel que l'Iran le souhaite, les pays voisins qui sont engagés dans la guerre, l'Arabie saoudite, peut-être la Turquie demain, pourraient à leur tour devenir des puissances nucléaires par effet rebond? Dernière question. Merci. Très bien. Donc une question. Merci beaucoup pour ces 3 questions qui vont permettre peut-être de compléter le discours du président Macron le 2 mars 2026. La problématique de l'Iran et de l'effet éventuel de cette crise iranienne sur la prolifération horizontale, en particulier au niveau régional, une sorte de, si vous voulez, d'effet domino. Et puis votre 3e question, qui est une question vraiment facile, et merci beaucoup de me l'avoir posée. Que se passe-t-il ensuite et quel va être l'aboutissement de cette 3e âge nucléaire? La première chose, avec le discours du président Macron du 2 mars 2026, on est effectivement, vous le mentionnez dans une partie de votre question, sur une sorte de numéro d'équilibriste et d'équilibre entre justement la réputation de non-emploi d'États responsables, de gardiens communs de la norme aujourd'hui de non-prolifération au travers du TNP, un membre du P5, la France, et la crédibilité dissuasive de l'arsenal atomique français dans un temps de turbulence stratégique où les fondamentaux, si vous voulez, les piliers de soutènement de l'ordre international vacillent. On est obligé, si on est un peu réaliste, de revoir sa copie, de se demander si le contexte évolutif justifie un changement de contenu ou une évolution du contenu de la doctrine nucléaire. Ce discours du 2 mars, dans ce que le président Macron va présenter lui-même comme la cathédrale de notre souveraineté, vous vous souvenez, c'est l'expression qu'il emploie, ici à l'île Longue, avec effectivement autour de lui, il y a toute une scénographie, son arrivée dans l'avion présidentiel, escorté par 4 Rafales. Donc c'est vraiment l'indépendance nationale française avec la verticalité décisionnelle de celui qui est le chef des armées et qui est celui qui tient l'arsenal atomique, escorté par le Rafale aujourd'hui, c'est l'autonomie stratégique française. C'est notre avion, on n'est pas dépendant du F-35 américain, etc. Et en dessous, on voit cette scène avec le Mont-Saint-Michel, donc une identité stratégique, un héritage, et ça c'est une souveraineté. La souveraineté sur un territoire, une histoire, un bien commun, un peuple, donc un État avec son identité stratégique, ça c'est une proclamation de souveraineté. Et ça c'est sur le plan juridique. Tout le monde peut dire qu'il est souverain. L'Islande qui n'a pas d'armée peut dire qu'elle est souveraine, mais elle n'a pas d'armée. Alors quelle est la réalité de cette proclamation de souveraineté? Et elle a son identité stratégique, elle est reconnue aux Nations Unies, mais elle n'a pas d'armée, l'Islande. C'est sa caractéristique. Est-ce un État souverain? Ça n'est un État souverain, ou plutôt on ne peut croire à cette proclamation de souveraineté que si cette souveraineté est garantie par une véritable indépendance nationale, sur le plan politique, pas seulement juridique, et qui est permis par une véritable autonomie stratégique. Autonomie stratégique, indépendance politique, souveraineté juridique. Le discours nucléaire du président Macron, il est là pour rappeler, à travers à la fois une scénographie et un contenu d'équilibrage entre les responsabilités et les possibilités de la France, responsabilité de non-prolifération, possibilité militaire et dissuasive, que la France maîtrise cet enchaînement. Autonomie stratégique, indépendance politique, souveraineté juridique. Et qu'elle a voulu faire cette pédagogie depuis des années auprès de l'Europe et que ses partenaires européens ne l'ont pas écouté assez tôt dans le cadre et dans la voie d'une autonomie stratégique. Donc en fait, ce discours nucléaire, il ne change pas beaucoup pour moi par rapport... Alors évidemment, on augmente le nombre de têtes, bien sûr, il y a ce concept de dissuasion avancée, ce sera un peu long, mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'actualisation des virtualités qui étaient déjà contenues dans le discours de février 2020 à l'école de guerre, prononcé sur le plan nucléaire par le même président Macron. En fait, même la problématique, si vous voulez, de dimension européenne, elle était déjà contenue, en fait,
dans ce discours de février 2020. Ce que la France dit, c'est que finalement, elle a choisi, le président a choisi qu'on ne soit pas les derniers à ne pas s'adapter à ce changement de contexte. Le problème, c'est qu'on est en avril là. Ce mois-ci, il y a la conférence du traité de non-prolifération où tout le monde va se réunir justement pour parler de la solidité et de la survie en fait de ce traité de non-prolifération. Et la position de la France, jusqu'ici, elle était très très forte, la position de la France, parce que les Français étaient les seuls à ne pas avoir augmenté quantitativement leur arsenal. On est assez exemplaire du point de vue des normes de non-prolifération. On a démantelé notre composante terrestre il y a longtemps. On est exemplaire du point de vue de la non-reprise des essais nucléaires. Etc., etc. On est vraiment, la France est vraiment engagée, elle est reconnue pour ça, dans cet équilibre, si vous voulez, entre les droits et les devoirs des États dotés et non dotés. Sauf que là, on peut nous faire le reproche, et ça ne va pas manquer, à mon avis, les États non dotés, au TNP, à mon avis, il y aura un énorme débat. Par exemple, les Français, vous dites que vous êtes responsables, mais en fait, votre dernier discours et l'évolution de votre doctrine vous met en porte-à-faux par rapport à cette norme de non-prolifération. Donc on va voir, il y a un vrai débat. C'est vrai que le troisième âge nucléaire met tout le monde au cœur de ce débat. Quel équilibre entre les normes de non-prolifération, la logique ultime d'un désarmement nucléaire, et d'autre part, la sécurité, la défense des intérêts vitaux et la solidité des alliances aussi. Parce que les Européens, à l'est en particulier du continent, appellent à un renforcement des garanties dissuasives nucléaires américaines et à un maintien de la dissuasion élargie américaine. Donc le discours français, il s'insère là-dedans, si vous voulez. Il rappelle qu'il y a une dissuasion nucléaire indépendante française, qu'elle contribue à la sécurité générale du continent européen, mais qu'elle est justement indépendante et qu'on est allié et pas aligné, et que c'est justement notre indépendance qui fait la valeur et la garantie de la dissuasion française, y compris au service, dans des limites et avec un équilibre à rappeler. On ne peut pas faire n'importe quoi et protéger tout le monde dans n'importe quelle situation, y compris au service de l'Europe. Donc ce discours, il est important. Il a servi à la France à montrer que, elle s'adaptait au contexte avec un changement de contenu maîtrisé, on va dire. Le discours, c'est un peu, c'est ça. Pour ce qui est de l'Iran et de la prolifération horizontale, le problème iranien, il est ancien. Vous aviez en 2012 un article qui est paru dans la revue Foreign Affairs, qui a été signé par Kenneth Waltz, qui est le grand théoricien du néo-réalisme aux États-Unis, et au-delà dans le monde, qui disait, en fait, personne n'est assez stupide pour penser qu'il pourrait se sortir avec un avantage d'une confrontation nucléaire. Il y a, en fait, une vertu du nucléaire qui est de rendre responsables ceux qui le détiennent. Donc, on peut penser que tout le monde est rationnel. Les ayatollahs ne sont pas moins rationnels que le président américain, qui n'est pas plus rationnel que les Pakistanais, etc. Quand vous avez l'arme nucléaire, avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, comme dirait l'autre, vous devenez raisonnable. J'ai cité Lucien Poirier tout à l'heure, la vertu rationalisante de l'atome. Et Kenneth Waltz allait jusqu'au bout du raisonnement, il le faisait souvent, parce que c'était un théoricien systémique des relations internationales. Il disait « more may be better ». Plus il y aura d'armes nucléaires, en fait, mieux ce sera. Entre l'Inde et le Pakistan, vous avez deux frères ennemis qui ne peuvent pas se voir, je simplifie, je dirais. Ils ont tous les deux l'arme atomique. Il n'y a pas eu de confrontation nucléaire, même en 1999, au moment de l'incident de Kargil et de la guerre des glaciers. Les Pakistanais ont préféré démettre leur Premier ministre et faire un coup d'État, plutôt que, pour le punir d'avoir un peu perdu, si vous voulez, la confrontation de volonté, c'est plus compliqué que ça, mais bon, bref, plutôt que de risquer l'escalade nucléaire avec l'Inde. L'arme nucléaire rend responsable. Et donc Kenneth Waltz va jusqu'au bout, et en 2012, il écrit, Foreign Affairs, c'est ce qui est le plus lu aux États-Unis, c'est ce qui est central en termes de débat stratégique. Ce qui est déstabilisant au Moyen-Orient, c'est le fait qu'Israël soit le seul à avoir la bombe nucléaire. Donc si l'Iran avait la bombe nucléaire, en fait, ça équilibrerait les relations. Les Iraniens se sentiraient en sécurité, Israël ne serait pas l'hégémone qui peut menacer tout le monde sans avoir de punition. Et puis, alors, autant vous dire, c'est un Américain, autant vous dire que il s'est fait traiter de tous les noms dans le débat américain, etc. Mais intellectuellement, il était allé au bout d'une logique qui veut que, puisque le nucléaire rend responsable et que cette responsabilité, cette rationalité est universelle, eh bien, en réalité, plus on a de couples nucléaires, alors pas 50,
mais plus ça sera stabilisant. En dehors de Kenneth Waltz et de quelques néo-réalistes, personne n'a acheté cet argument en réalité. Pourquoi? Parce que si l'Iran a la bombe nucléaire à un moment, il n'y a pas simplement Israël, mais vous l'avez dit vous-même, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui a financé une partie du programme pakistanais et qui pourrait avoir accès rapidement à si vous voulez, une nature d'état du seuil, en fait. Là encore, pardon, je simplifie à l'extrême. Et vous auriez un très grand nombre de candidats, en fait, à l'accès à la bombe atomique. Donc ça commencerait à être la fragilisation du TNP, voire peut-être le N+1e pays qui apparaîtrait. Le premier qui sort du TNP entraîne tous les autres. Le premier qui sort du TNP va entraîner. Cette fois-ci, il ne sera pas dénoncé comme un paria, isolé, la Corée du Nord. On avait réussi à confiner, si vous voulez, cette problématique. La Corée du Nord rentre dans le TNP et elle en sort ensuite. Et elle a été punie pour ça, ou en tout cas mise à l'écart dans les relations internationales. Que se passe-t-il si 5 pays sortent en même temps demain du TNP? Voilà. Et donc on aurait... voilà. Que va-t-il se passer? Je pense que personne n'a intérêt à une prolifération horizontale non contrôlée. Ni la Chine, ni les États-Unis, ni la Russie, ni la France, ni le Royaume-Uni, ni l'Inde, ni le Pakistan, ceux qui ont déjà l'arme nucléaire, veulent refermer la porte derrière eux et qu'elle reste close. Donc en réalité, je suis moins pessimiste que certains. Quand on nous dit si l'Allemagne ne se sent plus protégée, c'est déjà un état du seuil. Elle pourrait avoir la bombe atomique rapidement, une bombe allemande. Certains, dans le débat nordique, si vous voulez, Finlande, Suède, Danemark, certains disent il nous faut une bombe en commun, on la mettra au service de l'OTAN dans le Nuclear Planning Group, et les États-Unis l'accepteront et on pourra rester dans le TNP. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Les États-Unis ne laisseront pas faire ça. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une prolifération, si vous voulez, y compris en Europe. Ils le disent, ils l'ont écrit, y compris Elbridge Colby, ce qui fait encore une fois une partie de cette stratégie. Personne n'y a intérêt. Justement, le groupe des plans nucléaires de l'OTAN a été mis en place pour créer ce que j'appelle, je suis un peu polémique, mais un faux partage nucléaire, parce qu'en fait les États-Unis contrôlent tout, de manière à rassurer les Européens, à les empêcher de proliférer. Et c'était la condition pour que les États-Unis et l'URSS écrivent en commun les statuts du TNP. Sinon, les Russes n'auraient pas accepté. Donc en fait, ce qu'on ne dit jamais, le NPG, le Nuclear Planning Group, le fameux partage nucléaire dans l'OTAN, vous savez, en fait, c'est une des poupées gigognes qui est cachée à l'intérieur du TNP. Et si ça, c'est brisé, s'il y a une prolifération nucléaire en Europe, soi-disant amicale ou etc., eh bien, c'est le TNP qui va vaciller. Qui a intérêt? Sûrement pas les États-Unis. Pas pour l'instant, en tout cas. Donc, ma position, mais c'est ouvert à la discussion. Si j'avais pas été aussi bavard, on aurait pu prendre plus de temps. Mais c'est que ceux qui disent dans 2 ans il y a une prolifération nucléaire en Europe, à mon avis, exagèrent largement. Il y a beaucoup de forces et beaucoup d'intérêts qui vont contre cette logique-là. Voilà. Mais on pourrait en parler pendant des heures. Merci Olivier, merci beaucoup. Je pense qu'on aurait dû avoir cette conférence plus tôt, mais elle tombe quand même à pic. Et je pense qu'il y a un phénomène à paramètre générationnel. Plus personne n'est contemporain de la bombe atomique, la dernière bombe atomique. Et les gens ont oublié beaucoup de choses. Et en plus, toujours dans le plan générationnel, on est dans la période de l'émotion où la rationalité est très difficile à ressortir. Et tu l'as assisté de nombreuses fois. Je pense que cette conférence, elle nous apprend à remettre notre cerveau sur l'avant. C'est le boulot d'un think tank et c'est le boulot de la FMES. Merci à tous. Bonne soirée.